Rebonjour à tous. Sans plus tarder, j'invite M. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, à venir prendre la parole. Bonjour tout le monde. Alors, j'imagine que vous êtes aussi content que moi d'être enfin en présence, enfin se voir. Pour nous de la Chambre, c'est notre deuxième événement. On en a eu un la semaine dernière où on accueillait le président du Port de Montréal. Et j'avais dit, c'est comme si c'était Noël. Du point de vue de la Chambre, qu'est-ce qu'on est content? Qu'est-ce qu'on est content de pouvoir enfin réunir les gens d'affaires? Je l'ai souvent dit, pour moi, ce qui fait une communauté d'affaires vibrante, c'est qu'on se voit, c'est qu'on se parle d'enjeux à relever, de défis qu'on peut relever ensemble, qu'on se parle d'opportunités. Puis éventuellement, c'est comme ça que naissent des nouvelles solutions, que naissent des nouvelles relations d'affaires. Alors, moi, je crois beaucoup dans la valeur de se rencontrer. Et aujourd'hui, puis Déby qui est à la table, Déby Zakaïb, on aura l'occasion d'échanger tout à l'heure. J'étais très content quand mon équipe a dit « Michel, on va faire quelque chose dans le cadre de la Semaine de la mode de Montréal 2021 ». D'abord, j'étais très content qu'il y ait une Semaine de la mode. Okay? J'étais très content. Et ensuite, mon équipe m'a dit « Michel, puis on va inviter Mme Bray à la table d'honneur ». Puis moi, j'étais content. On ne se voit pas assez souvent. Oui, en plus, je suis 100% habillée Québec. 100% habillé Québec. 80% du temps habillé Québec. Moi, j'apprendrais comme, si vous avez quelqu'un pour le marketing, tu sais, quelqu'un qui va vous dire, en tout cas, je trouve que vous faites bien ça, là, ça donne le goût. Mais, donc, ce que je trouvais intéressant à la fois dans la Semaine de la mode et à la fois dans votre présence, c'était que je voulais qu'on lance un signal, que la mode, ça fait partie de Montréal, que la mode, ça fait partie du milieu des affaires. Et ça fait plusieurs années, Déby en était témoin, que je veux contribuer du mieux que je peux et je veux que la Chambre contribue du mieux qu'elle le peut à mettre de l'avant un secteur qui, pour moi, est un secteur créatif, mais un secteur aussi qui fait partie de possibilités industrielles, commerciales. Elliott Lifson, qui est ici, en témoigne. On peut fabriquer des choses ici, on peut les distribuer à partir d'ici, on peut avoir des systèmes de logistique incroyables. On a Aldo Ben Sadoun. Chaque fois que je suis quelque part dans le monde puis je vois une boutique Aldo, c'est comme la vieille pub où on voyait un avion de bombardier dans le ciel. Là. Moi, j'explique à tout le monde que ça, c'est chez nous. C'est quasiment comme si ça m'appartenait personnellement. Mais c'est juste pour dire, il y a de la fierté et on a notre grand designer à notre table aujourd'hui. Et c'est encore une fois, c'est une fierté de se dire, mon Dieu, on a eu des créations dans le passé, on a des créations de maintenant, on va avoir des créations dans l'avenir. Et donc, encore une fois, je suis très, très, très fier. Vous sentez la fébrilité, hein? Qu'est-ce que je suis content. Je vais aller vite, mais on va avoir l'occasion d'échanger dans quelques minutes avec un panel. Puis on va parler des vrais enjeux. Puis il y en a. Puis il y a des vrais enjeux qui étaient là avant la pandémie. Il y a des vrais enjeux qui sont révélés dans la pandémie. Mais il y a aussi toute une vision d'avenir, toute une série de possibilités qu'on peut voir, puis que j'espère qu'on va ensemble pouvoir travailler. Avant de commencer puis d'appeler le panel, Déby m'a dit « Michel, j'aimerais ça faire une petite entorse au déroulement habituel parce que j'aimerais ça qu'on rende hommage à quelqu'un qui est très important pour ce domaine de la mode. » Puis quand elle m'a dit « C'est qui ce quelqu'un-là? » Je me suis dit « Mais tabarouette, c'est sûr. » Parce que c'est quelqu'un qui était très, très, très actif au niveau de la communauté d'affaires. C'est quelqu'un qui a siégé au conseil d'administration de la Chambre. C'est quelqu'un qui a présidé le conseil de la Chambre avant que j'y arrive. C'est quelqu'un qui s'est assuré que depuis que je suis arrivé, je ne fasse pas trop d'erreurs. Il m'appelle régulièrement pour me dire comment faire les choses. Bref, c'est quelqu'un qui a une contribution exceptionnelle, pas juste pour la mode, mais aussi pour le milieu des affaires en général. Puis je vais laisser Déby venir en parler. Déby, si tu veux venir. Alors, bonjour tout le monde. Je suis aussi fébrile que toi, Michel. Tu as toujours été là pour l'industrie de la mode. Tu viens à Magic, à Vegas avec nous presque à chaque année. Tu as fait un forum sur le commerce de détail. On apprécie énormément l'attention, puis le fait qu'on travaille ensemble pour trouver des solutions pour Montréal, ville de mode. Ouais. Bonjour tout le monde. Alors, je suis
très honorée d'être ici. Madame Bray, l'épouse du premier ministre, on a parlé beaucoup. Elle nous a appelés cette semaine pour dire, quelques semaines pour dire « j'aimerais ça participer à la semaine de mode ». Madame Bray qui a eu une boutique, qui a travaillé avec des marques, des créateurs québécois. Donc, merci d'être là, à toute la table d'honneur et à tous nos partenaires. Il y en a de nombreux ici aujourd'hui. Donc, je ne les nommerai pas tous, mais c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, bien humblement, avec Michel, pour saluer puis remercier une personne qui a été très importante dans notre industrie. Alors, au nom de François Roberge de la Vie en Rose, qui est notre président du conseil d'administration de M-Mode, au nom de mon équipe chez M-Mode, Catherine, Mathieu et Jeanne, au nom de toute l'industrie, on veut vous remercier pour tout ce que vous avez fait dans les dernières décennies pour notre industrie. Je m'en viens émotive. Et pour ce que vous continuez encore à faire pour M-Mode et pour l'industrie. Merci beaucoup, beaucoup. Notre motto à la Grappe M-Mode, c'est « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin », puis vous l'aimez beaucoup, cette phrase, puis vous nous la redites souvent, de travailler ensemble, c'est vraiment dans les valeurs de M-Mode, dans vos valeurs, dans votre cœur, puis qu'on travaille tous ensemble dans une vision pour Montréal. Bien, vous avez transféré ça à toute l'industrie. You're a team player, a role model, you're an inspiration to all of us. Now in your 70s, you could retire, you could stay at the beach with your family and friends, but no, you go to the office every morning at 5. Well, you still go with your friends at the beach, but mostly you're at the office at 5 a.m. You're always the first one at our meetings pre-COVID, always half an hour before everyone. It's beautiful to see how passionate you are about the industry, about the people, the players in our industry, your colleagues, and your business friends. Ce n'est pas tout. Pas beaucoup de gens savent, ou peut-être pas assez de gens savent, comment il a été instrumental et le rôle qu'il a joué pendant les négociations de l'ANENA dans les années 90, avec le CAF, bien sûr. Et vous avez aussi encore, dans les dernières années, été impliqué dans la renégociation de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Vous avez travaillé très fort, vous avez rassemblé les gens, et vous avez toujours défendu l'importance de notre industrie. Michel le mentionnait, le côté dynamique, notre savoir-faire, notre créativité. Nous en sommes très reconnaissants. Donc, vous avez été impliqué, on n'énumérera pas toutes ces implications, mais à la Chambre de commerce, bien sûr, bien, plein d'organismes économiques comme l'EDC, le CAF, bien entendu, les manufacturiers exportateurs du Québec, Vêtements Québec, la Grappe M-Mode que vous avez cofondée, entre autres, avec François Roberge. You sit also on the board of many charitable institutions, like the Montreal Heart Institute Foundation, the Jewish General Hospital Foundation, and also you're chairman of the board of the Siegel Center of Performing Arts. So you are very involved in your community. Et en plus, vous avez reçu l'Ordre du Canada tout récemment. Ouais. Un honneur bien mérité pour tout l'ensemble de votre œuvre pour notre industrie. Mais l'aspect dans votre vie, je pense, qui vous garde si jeune et duquel vous êtes si fiers, c'est l'enseignement et la relève. Donc, you are an entrepreneur coach at l'École d'entrepreneurship de Beauce. You're a professor at McGill University. You were involved in implementation of the Ben Sadoun School of Retail Management. You're involved in different projects, and you're so generous, and you wish to celebrate the newcomers. You always take time to share your knowledge and wisdom with M-Mode members and entrepreneurs. Je voulais honorer votre amour des institutions en invitant aujourd'hui les écoles de mode. On a le Collège La Salle qui est avec nous, LC Éducation, on a le Collège Marie-Victorin, on a aussi l'École supérieure de mode de l'Université de l'UQAM, le SGUQAM. Pour vous, c'est important. Et je voulais aussi vous dire qu'on a aussi une table de notre accélérateur, donc la cohorte 2021 de nos accélérés qui sont avec nous, avec Mme Bouchera de Service Québec qui, grâce à Service Québec, on a depuis 3 ans un programme d'accélérés. Donc, je suis très fière de vous et je suis contente que vous soyez là. Puis, M. Lifson, je suis très fière. Et Anna qui gère le programme. Bonne fête, Anna. Puis
Puis en terminant, j'ai fini, mais il fallait le faire. Il y avait trop de choses. Il y a plein de choses que j'ai laissées aller, mais en terminant, je voulais vous faire un cadeau avant de partir. Je voulais vous annoncer aujourd'hui une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on annonce officiellement qu'au mois de novembre, on va avoir un gala reconnaissance avec tous les partenaires bâtisseurs, les partenaires privilèges de la Grappe, et on va offrir 100 000 $ à la relève pour un plan. On s'est créé une réserve spéciale pour un plan de relance post-COVID, et on va faire ça au mois de novembre, un gala en formule hybride où on va célébrer la jeunesse, célébrer la relance, célébrer les 20, 30, 40 prochaines années de l'industrie de la mode. C'est grâce à vous. Merci de tout le temps nous challenger, nous inspirer et nous parrainer. Donc, M. Lifson, you're like a mentor to me, godfather. I'm so privileged to have you in my life. I'm happy and privileged that you're just a phone call away every time. So, happy Yom Kippur this week. J'aimerais que vous m'aidiez à applaudir M. Lifson pour son œuvre. It's a bit like Maurice Richard, Elliott. Hein? En tout cas, M. Lifson, il doit être content de voir des gens bien en habit. Voilà. Écoutez, on va poursuivre. Je vais inviter à nous rejoindre sur scène David Bensadoun, qui est le président directeur général du groupe Aldo, ainsi que Sophie Bélanger, qui est la présidente directrice générale et cofondatrice de Bon Look. Venez nous rejoindre. On va se faire plaisir. Alors, j'ai toute une série de questions, mais moi, j'adore quand on a des échanges. Donc, l'idée, c'est que je vais essayer de diriger la question vers l'un d'entre vous, mais sentez-vous bien à l'aise d'embarquer dans la jase. Mais je vais commencer avec toi, Debbie, parce que la dernière édition de la Semaine de la mode, c'était en 2013. Et j'ai demandé d'ailleurs à mes gens, coudonc, comment ça se fait qu'on avait arrêté ça? Puis ce qu'ils m'ont dit, c'est semble-t-il que ça s'était essoufflé. Alors, on peut se dire, OK, il y avait peut-être d'autres raisons. Mais quand tu regardes vers l'avant, cette semaine-ci, puis ce qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut créer avec cette Semaine de la mode? En fait, les semaines de mode à travers le monde sont en mutation, sont en changement. Les gens questionnent les retombées, les côtés éco-responsables. Donc, à la Grappe Mode, puis je salue Catherine Lécuyer qui est ici, qui a travaillé très, très fort depuis des mois pour la Semaine de mode. On a décidé de faire quelque chose qui était à l'image de l'industrie, à l'image de mode, très inclusif. Au lieu d'être très exclusif, on s'est dit, faisons quelque chose où on célèbre Montréal comme ville de mode. On a décidé de faire quelque chose qui était très éclaté à travers la ville. Donc, on a demandé, on a invité les acteurs de l'industrie, les écoles, les détaillants, les créateurs à venir inscrire une activation à la programmation. C'est tout simple, mais en même temps, on voulait que les gens, les consommateurs, les touristes viennent découvrir leur quartier, aient le réflexe d'aller à la rencontre des créateurs, qu'ils aillent vous voir, qu'ils aillent toucher les vêtements. Et pour nous, c'était notre façon de le faire. Puis on est bien fiers parce qu'il y a à peu près 80 entreprises qui ont inscrit une activation. Il y en a de toutes les sortes, des visites d'ateliers, des collaborations, des lancements de collections, des défilés. Il y a même nos accélérés qui vont faire un pop-up à WIP durant le week-end. Donc, c'est vraiment que célébrer la mode à Montréal, ça fait partie de notre ADN, hein, tu l'as dit tout à l'heure, Michel. Puis on a deux invités incroyables pour en parler aujourd'hui. Puis là, on commence cette année. On n'est quand même pas tout à fait sorti de la pandémie. Là. La preuve, c'est qu'on porte des masques quand on marche, mais quand on se déplace à l'intérieur. Mais, OK, comment tu vois ça évoluer? Est-ce que ça devient un happening dans toute la ville? Est-ce qu'on a des défilés systématiques? Est-ce que c'est des touristes ou du milieu de la mode qui convergent vers Montréal? Donc, on rêve un peu, là, ça évolue comment? Bien, oui, en fait, c'est la célébration de ce qui se fait de mieux ici. Tu sais, on est très créatifs, on a fait des choses dans le passé incroyables, puis là, on est tourné vers le futur, puis on a le goût que ce soit des célébrations. La COVID nous a un peu comme
Tu sais, on n'a pas pu faire du rassembler. Ça, c'est vrai, par exemple. On en parlera tout à l'heure. On a travaillé beaucoup ensemble pendant la COVID. Ça nous a renforcés. Puis il y a plein de choses quand même positives qui sont sorties de la COVID. Et de travailler ensemble sur une semaine où on fait des choses ensemble positivement. Arrêter de parler de gestion de crise, puis plutôt parler de ce qui se fait de bien ici à Montréal. David, Sophie, on va revenir sur la mode, mais j'aimerais ça quand même, vous êtes là, vous êtes des dirigeants d'entreprise. On est dans une période où, je le disais, la COVID n'est pas terminée. Peut-être juste comment on gère ça présentement, puis je voudrais vous entendre parce que vous avez des employés en contact avec des clients. Moi, si vous saviez le nombre de dirigeants d'entreprise qui me disent, Michel, qu'est-ce que les entreprises décident de faire? Est-ce qu'ils imposent la double vaccination à leurs employés? Puis quand ils sont en contact avec des clients, comment ça se passe? Peut-être comment ça se passe chez vous, Sophie? Avez-vous des exigences à ce niveau-là? Comment ça se passe? Donc, en ce moment, non. C'est certain que nous, notre position officielle comme employeur, c'est d'inciter la vaccination. Je pense que c'est Emmanuel Macron qui disait incitation maximale au lieu d'une obligation. Fait que pour l'instant, c'est plus de la sensibilisation. Nous, on a toujours suivi les directives de la santé publique. C'est ce qu'on continue à faire. Comme par exemple, on vient de repousser le retour au bureau de quelques semaines suite aux annonces du gouvernement. Fait que c'est le mot d'ordre depuis 18 mois, c'est de s'adapter, je pense, puis d'accompagner, puis d'informer nos employés le mieux possible relativement à la vaccination. Puis chez vous, David? On vient juste de faire un sondage et on est 91% de nos employés qui sont vaccinés. Un sondage anonyme. Alors, il faut vraiment encourager les autres et on essaie de les encourager de la manière chaleureuse, mais, let's say, tough kindness. Insistant. Oui, insistant. Et je dois dire que je deviens très frustré parce que je veux protéger nos gens et je veux que quand ils viennent au bureau, ils se sentent comme chez eux. Et j'aimerais tellement que le gouvernement nous donne le droit d'exiger le double vaccination pour nos bureaux chefs. C'est un peu flou, hein, présentement. C'est comme s'il dit, vous pouvez le faire si c'est essentiel pour vos opérations, mais en même temps, ça laisse matière à interprétation. Madame Bress, si vous connaissez quelqu'un dans ce gouvernement, vous pourriez leur dire que les entreprises aimeraient ça s'il y avait... Parfait. Vous n'avez pas besoin de moi. Hein? OK. Poursuivons un peu sur... Dans le fond, je trouvais que c'était important parce que je trouve qu'il ne faut pas faire abstraction d'où on est maintenant dans tous nos secteurs. Mais revenons directement à la mode. Puis à cette sortie quand même, moi j'ai envie de vous poser une question, puis tantôt j'évoquais là, mon propre désir de vivre mes années folles, mes années 20 à moi. Mais je me posais la question, dans la mode, c'est quelque chose que vous voyez venir, que les gens, là, ça fait 1 an et demi qu'ils vivent en mou, puis qu'ils sont achetés juste des hauts, pas des bas. Comment vous voyez ça venir? Est-ce que ça va être un peu plus olé-olé? Je pense qu'il n'y a aucun doute qu'on va voir 5 ans de mode célébré, excitant. Les gens vont rediriger their spending pour cette catégorie-là. On l'a vu après la pandémie en 1919. The Roaring Twenties, c'était une période de changement énorme pour la société et une période de mode qui était très intéressante. Et je pense qu'on va voir un deuxième Roaring Twenties. Michel, moi, j'ai mis mes souliers de paillettes, Ah oui. un spécial Vas-y. Aldo. T'es déjà rendu. Michel, Attends, ils enlèvent. Ça, c'est des chaussures Aldo. C'est des chaussures extrêmes, mais c'est des chaussures Aldo. Ça, ce n'est pas des chaussures Aldo. Alors, Sophie, Voilà, il faut la La remettre. première chose qu'il m'a demandé, J'adore c'est ça. que tes souliers viennent de chez Aldo. Aldo, as-tu des lunettes, toi? oui, et toujours la marque Bon Look. Ah, toi? Toujours, tabarnak. Toujours. Hey, il est Je bon, hein? sors jamais avec d'autres lunettes que Bon Look. Ça, c'était pas scripté, hein? Non, je vous dis, non, mais à la chambre, c'est des affaires le fun. Mais Sophie, jouons un peu là-dessus. Puis on a Jean-Claude Poitras qui est ici, puis je le regardais tantôt, puis je me disais, il me semble qu'on a vu à travers le temps, là, et notre créativité ici et notre audace, on le voit. Bon Look, ça parle aux jeunes, ça parle à une nouvelle génération. Comment tu vois la créativité, le style évoluer dans un produit comme le tien? Oui, donc nous, on est un produit un peu différent du vêtement dans le sens que le cycle est un peu plus long.
En effet, mais je pense que, ben nous, ça a été ça a été de rendre la lunette plus accessible comme accessoire de mode. Avant qu'on arrive sur le marché, s'acheter une lunette de prescription, c'est quelque chose de très coûteux, que le client ne changeait pas souvent, expérimentait très peu. Donc, nous, on a amené un petit peu une touche, je dirais, un peu de folie, de mode à ce produit-là qui le rend plus accessible. Puis, tu sais, pour faire du pouce sur les Roaring Twenties, on le voit, nous aussi, là, les tendances, les gens ont pas trop consommé là, dans la dernière année et demie, puis là, on le voit en magasin, on sent là, le client qui revient, puis qui a le goût de nouveauté, puis d'un peu changer son look. Donc, nous aussi, on anticipe des belles années. Donc, on se dit, techniquement, là, il y a de l'argent qui a été économisé, il y a un désir. En tout cas, moi, je regardais mes vieux vêtements, là, il y en a une gang que je veux renouveler. Donc, on a probablement cette demande qui s'en vient, ce désir de consommer. À vous, tout le personnel, pour faire ça? Je dois juste dire qu'on vient juste de voir aux États-Unis que l'effet est énorme. Alors, il n'y a pas de question que ça arrive bientôt au Canada et les détaillants canadiens ont hâte. Est-ce qu'on a le personnel? Dans notre cas, dans les départements d'informatique et finance, c'est difficile. On a perdu beaucoup de gens, il y a beaucoup de demandes dans le marché. Côté design, côté opération, côté détaillant, dans les départements qui sont vraiment détaillants, ça va assez bien. OK. Ça veut dire que vous payez assez. Parce que dans le fond, moi, je te dirais, là, David, dans l'écosystème d'affaires présentement, il n'y a personne qui me répond aussi positif que toi. Personne va être bravo, fais attention à tes employés. Mais ailleurs, ça se Dans notre cas, parce qu'on a passé des gros défis l'année dernière, on a fait déjà des ajustements. Alors, je pense qu'on a fait les bonnes choses et on devrait garder les gens qu'on a. Mais il n'y a pas de question que les salaires vont augmenter. Ça m'étonne que le gouvernement ne parle pas plus de l'inflation qui arrive. C'est ça, parce que les gens souvent disent montons les salaires, mais pour les entreprises, ça se traduit souvent par je monte mes prix pour pouvoir payer ces salaires-là. Il faut. Puis à la fin de la roue, ça ne veut pas dire que les gens sont plus riches si les prix ont augmenté. Tu as raison. Souvent, on le dit, la clé, c'est d'augmenter la productivité par travailleur, ce qui fait que là, on peut augmenter les salaires sans nécessairement avoir augmenté les prix. Oui. Sophie, comment ça se passe au niveau personnel? Vous autres, avez-vous? Bien, nous, on vit un peu les mêmes défis, là, je pense, tous les secteurs en ce moment, commerce de détail, on le voit dans l'hôtellerie, restauration, tout ce qui est dans le service, là, on ne va pas se le cacher, il y a des gros défis de personnel. Nous, au bureau chef, on a vu effectivement, là, surtout l'automne, c'est une période de renouvellement. Là. Souvent, les gens viennent de vacances, tout ça. Ça va quand même bien pour justement les embauches au bureau chef. En magasin, on ne se le cachera pas, c'est un challenge. On a des gens qui sont avec nous depuis longtemps, qui sont stables, qui sont motivés, mais on a eu, de fermer, ouvrir des magasins, refermer, réouvrir, ça a amené tout son lot de défis. Puis là, les clients sont au rendez-vous. Donc là, c'est de restaffer les magasins vraiment à un niveau optimal. Nous, on a une main-d'œuvre qualifiée aussi qui sont des opticiens d'ordonnance. C'est un titre professionnel. Grosse pénurie au Québec, pas uniquement pour nous, là, tous les détaillants d'optique. Donc, différents challenges de main-d'œuvre, mais ça a été le mot d'ordre de la COVID, vraiment s'occuper de nos gens, ça a été, je dirais, le mot. Juste pour qu'on situe, au Québec, vous avez combien d'employés en temps normal? J'ai ma directrice RH qui est là pour me le dire, mais on est à peu près 350 au Canada, puis on a plus de 50 postes ouverts en ce moment. Juste vous donner une idée. C'est ça l'idée. Donc, on recrute vraiment toutes les régions à travers le Canada, ont vraiment des besoins, beaucoup à Montréal. 3 000, vous autres? Oui. C'est ça. Hein, j'aimais ça parce que vous êtes deux niveaux, si on veut, de taille d'entreprise. Et vous aussi, vous avez On a postes d'affichés. 850 juste au bureau chef et après, on a tous les magasins. Si on poursuit, là, on se dit il y a la main-d'œuvre. Il y a devant nous des enjeux de formation aussi. Êtes-vous satisfait des types de formation? Il y a des défis dans toutes les industries. Dans votre industrie, tu parlais des spécialistes, mais dans l'ensemble, avez-vous l'impression que les ressources sont disponibles? Puis Debbie, peut-être s'il y a des solutions que toi, tu préconises pour s'assurer que la main-d'œuvre est adéquatement formée, allons-y.
Bien, si je peux commencer, nous, on est chanceux parce qu'à Montréal, on a des écoles de mode spécialisées, puis à tous les différents niveaux, privés, publics, secondaire, professionnel, collégial, universitaire, post-universitaire. Donc, on est très chanceux, mais en même temps, on a encore du travail, puis on est chanceux d'avoir des organismes qui puissent offrir de l'accélération à des entreprises qui ont du potentiel et les faire grandir auprès de gens de l'industrie avec des mentors, des coachs qui viennent de l'industrie. Donc, c'est sûr qu'il y a encore énormément de travail à faire. Mais on est quand même une ville de mode, puis on travaille avec les institutions. Puis ça, c'est un beau travail collaboratif. Puis toi, David, tu parlais du personnel en TI tantôt qui demeure un défi dans l'ensemble. Est-ce que tu as l'impression que... On est chanceux d'avoir les écoles qu'on a au Québec. C'est rare. Les plupart des villes en Amérique du Nord n'ont pas 3 ou 4 bonnes écoles de mode ou de business. Mais je trouve que les jeunes ne sortent pas avec les bonnes formations en statistique et en capacité d'analyse. C'est ça qui manque beaucoup. Et je me souviens, il y a 10 ans, souvent, on engageait des gens intelligents avec un degré, mais peut-être en sociologie ou psychologie, mais ils ne voulaient pas être sociologues ou psychologues. Et aujourd'hui, je préfère vraiment engager quelqu'un qui a une étude en biologie ou chimie, parce qu'au moins, ils vont avoir cette habilité avec les chiffres, avec l'analyse. Et c'est ça qui manque. Je trouve ça fou que les universités peuvent donner un degré à quelqu'un en 2021 et qui n'ont jamais passé un cours en statistique. Parce que c'est ça, le vente au détail maintenant, c'est vraiment analytics and statistics. Moi, je me souviens en économie, il y avait des gens qui venaient en économie, puis ne pensaient pas que les chiffres, c'était si important. C'était surtout les théories. Alors, tu vois comment ça peut évoluer. On a parlé main-d'œuvre, on a parlé formation. Moi, je vais vous amener sur technologie, changement technologique. Je me souviens d'avoir assisté à des présentations où les gens disaient bientôt, l'industrie du commerce au détail, ça va être du showroom puis de la logistique. Puis le showroom, c'est venez essayer, venez toucher, venez sentir, tout ça. Puis, à un moment donné, vous allez acheter. Oui, mais showroom, pas comme on l'entend en mode, là, mais showroom comme la vitrine. On va toucher, on va sentir, j'aime ça, ça me fait. Puis là, on achète, mais on ne part pas avec. Là. Il y a de la logistique en arrière qui nous livre. Comment tu vois ça chez Aldo? Est-ce que chaque boutique Aldo va avoir de toutes les grandeurs, en plusieurs modèles? Puis c'est le nouveau, ça va rester comme ça sur la rue Sainte-Catherine? Chacun de nos magasins ont accès à l'inventaire de tous les magasins au Canada. Alors, on a déjà une offre énorme en termes d'inventaire, mais je pense que votre point est très bon, c'est que l'expérience en magasin va être vraiment une expérience d'accueillir les clients et de les garder. Parce que qu'est-ce qui est très frustrant online, c'est d'avoir la mauvaise taille. Alors, les gens veulent être certains. OK, dans cette marque-là, je suis un 9. Dans cette taille-là, je suis un 28 de jeans ou whatever. Alors, je pense que ça, c'est important et de toucher, de voir la marque. Mais après, la majorité des transactions peuvent se faire online. Alors, ça change beaucoup. Les attirer, les séduire et les garder. Les garder. C'est presque une histoire de couple. Le mot-clé, c'est les garder. Parce que dans les centres commerciaux, il y a beaucoup d'achalandage, même pendant COVID. Mais de garder les clients, c'est ça qui compte. Sophie, j'ai vu une présentation jadis d'un spécialiste de l'industrie des produits de maquillage. C'est pas la même chose que les lunettes. Mais il y avait une insistance sur le fait que les gens vont vouloir, avec des applications à distance, et là, c'était vraiment des logiciels qui allaient voir, là, ils prenaient ta photo, puis ils regardaient ta peau, ton style de peau, ton teint, etc. Puis après ça, éventuellement, tu allais peut-être en boutique, mais tu avais presque ton analyse complète que tu avais déjà fait. Est-ce que ça s'applique, ces modèles-là? Est-ce que c'est déjà en vigueur chez vous au niveau des lunettes? Donc, nous, on a en effet une technologie d'essayage virtuel sur notre site Web, puis le comportement type du client qu'on voit beaucoup. Fait que nous, on a un produit que les gens aiment quand même encore beaucoup essayer en vrai. Il y a quelque chose par rapport à la lunette, c'est pas comme acheter un T-shirt, c'est dans ton visage, c'est comment les gens te perçoivent. Il y a une question de fit, de poids, c'est une question de millimètres. Donc, l'essayage physique,
garde tout son sens. Mais on voit beaucoup de pré-magasinage. Donc, nous, typiquement, le client va avoir visité notre site web, va avoir identifié des modèles, va les avoir essayés. Puis, de la façon qu'on voit, tu parlais de technologie, l'intégration de la technologie pour nous en magasin, c'est vraiment très réfléchi, là. Pour nous, c'est pas de mettre de la techno, un peu des gimmicks là, flashy en magasin. Pour nous, c'est comment est-ce que la technologie peut venir en background, supporter l'expérience d'achat physique. Fait que si le client se déplace parce qu'il veut toucher, essayer les lunettes en vrai, puis parler à un humain. Puis après ça, comment est-ce qu'en background, avec une application de vente plus rapide, comment est-ce qu'on peut aider, supporter l'expérience physique? Puis c'est rendu que c'est ça. Donc, nous, on a justement le modèle de showrooming que tu expliquais. Nous, essentiellement, moi, mon associé, c'est mon frère, il est un ingénieur, puis c'est vraiment une bébite à deux têtes parce que moi, je suis le brand, mais lui, c'est plus un logisticien, puis c'est une game de logistique. Puis la façon de scaler cette business-là, c'est en ayant de la logistique qui est complètement intégrée, puis qui est rapide, puis qui est capable de prendre le volume. Donc, nous, les magasins, c'est que des showrooms, c'est que des échantillons. Le client vient, il essaie, il commande, puis tout part de notre centre de distribution, puis c'est la game de logistique s'enclenche. Donc, effectivement, que pour réussir en retail maintenant, just to play the game, il faut être tech, puis il faut être fort en logistique. C'est une game de... Ça prend un bon brand, mais on ne peut pas juste avoir un bon brand puis du bon marketing. Puis on me disait que ce que ça va mettre de l'avant, c'est l'importance du design de la boutique. C'est que tu dois donner envie aux gens d'être là, de s'y sentir bien. On me disait, il y a un endroit aux États-Unis, ils ont décrété qu'il fallait tout le temps que ça sente le café. Si ça sent le café, ça donne l'impression que je vais rester. Fait que je me disais peut-être qu'on va lâcher des souliers puis ça va sentir le café. Mais Debbie, des gens disent souvent, un de nos défis de nos PME, puis j'imagine que c'est encore le cas, c'est qu'on a un certain retard numérique, qu'on a donc des détaillants, des boutiques, puis c'est long le processus de dire je vais vraiment être en ligne, je vais vraiment avoir un site transactionnel, je vais vraiment m'arranger pour que je sois détecté par des Québécois qui diraient où est-ce que je peux me procurer ça. Comment tu vois l'évolution dans la grappe de cette numérisation de nos PME et de nos startups? C'est une très bonne question. Tu sais, on est chanceux, on a des Aldo de ce monde là, qui sont des chefs de file mondiaux. Puis en même temps, mais oui, il y a des jeunes entrepreneurs qui partent leur business puis ils sont 1,5 tu sais, dans leur entreprise. Donc, de travailler sur le design, la production, puis en plus, mettre les choses en ligne, faire de la... Tu sais, c'est du marketing numérique quotidien, là, donc c'est beaucoup de travail. Une des bonnes choses que la COVID a amené, apporté, c'est vraiment de propulser ou d'accélérer le virage numérique. Donc, ça a été bon d'être plus performant au niveau de la logistique par rapport à la compétition. Donc, ça a permis de se focusser là-dessus. C'est difficile. Donc, on essaie d'aider les entreprises à différents niveaux avec de l'aide. Il y a comme l'AQT, je pense qu'il y a des gens de l'AQT aujourd'hui, des programmes que le gouvernement de la CAQ actuelle a mis beaucoup d'argent pour aider les jeunes entrepreneurs à faire ce... J'appelle plus ça un virage numérique. Là. Tout le monde a fait le virage numérique. Là. J'aime parler, moi, de performance numérique. Hein. Puis si on veut être compétitif localement puis internationalement avec nos marques, avec nos grandes bannières, bien, on doit faire ce virage-là, puis on doit s'entraider. Puis on est tous à différents niveaux aussi, dans notre industrie. Donc, pouvoir travailler ensemble, puis que les jeunes ou les plus traditionnels puissent s'aider, c'est une belle chose qu'on vit dans notre industrie. On est en 2021, puis je pense que parce qu'on est en 2021, dans tous nos secteurs d'activité économique, il faut qu'on parle de l'empreinte environnementale. Et on l'a vu sur la mode, comme dans d'autres secteurs. Il y a la question de l'environnement, puis il y a ça aussi une question, je dirais, sociale. On l'a vu aussi, les conditions de travail dans certaines communautés à travers le monde ne sont pas toujours celles qu'on accepterait. David, Aldo, c'est gros. Aldo, ça produit beaucoup. Comment vous abordez la question environnementale chez Aldo? Premièrement, je dois dire que je suis très fier qu'on est les premiers dans notre industrie au monde de devenir carbone neutre. C'est la 4e année qu'on va l'être. Même avec notre structuration, on a gardé ce coût important.
Alors, c'est quelque chose qui est très important pour nous, mais je dois dire que je suis vraiment frustré parce que je ne vois pas à date que les clients choisissent vraiment basé sur la position, comment est-ce qu'on dit, sustainable, la position durable de chaque compagnie. Prendre notre exemple, on a 2 ou 3 compétiteurs très directs aux États et on voit que les clients magasinent pour le prix, le style et l'environnement, ça tombe 10e, 11e, 12e dans leurs priorités. J'ai même vu un sondage récemment qui dit que parmi les 10 top variables qu'ils cherchent, que Sustainable Development, c'est seulement 9% des clients qui le met en premier, deuxième ou troisième rang. Alors, dans les médias, on lit beaucoup. Les gens qui s'intéressent sont très passionnés, moi aussi. Mais les clients, en général, they're looking for a good deal. Et c'est vraiment triste. Et ils magasinent avec des marques qui amènent tout leur stock de la Chine en avion. Imagine mettre un paire de chaussures en avion. Nous, on fait tout par des navires, par bateau. Et c'est incroyable de voir une industrie qui dépend sur les avions pour dire qu'ils sont fast fashion. Mais à quel prix? Alors, je suis un peu déçu avec tout ça envers les clients, mais j'espère que les choses changent et éventuellement les gens vont voir qu'il y a des meilleurs choix à faire. Tu as parlé des États-Unis. As-tu l'impression qu'au Québec, on serait plus sensible ou... C'est pas très différent. Pas très différent. En Angleterre, on l'a vu qu'il y a beaucoup plus d'intérêt. Au Québec, plus que dans le reste du Canada, mais si mon statistique de 9%, peut-être au Québec, c'est 13%. Ça ne va pas être 18 ou 25. Donc, beaucoup de bruit, mais pas encore beaucoup d'engagement personnel de la part des individus. Sophie, est-ce que vous allez dans la même direction? Oui, donc c'est évidemment des questions qu'on se pose nous aussi. Nous, on travaille avec un produit majoritairement, en tout cas, du plastique, du métal aussi. C'est un travail même... Nous, on pose des questions à nos fournisseurs de plastique, puis eux n'ont même pas de solution, même pour le produit. Donc, ils en développent aussi. Je pense que tous les acteurs dans la chaîne de production doivent y travailler. On recycle nos produits, donc avec une entreprise... qui s'appelle TerraCycle, entre autres. On essaie de faire un paquet d'initiatives, mais en effet, j'avais la discussion avec Mme Fausse de l'École de mode, justement, juste là à table. Il y a peu d'intérêt des consommateurs. C'est ça le problème. Donc, à un moment donné, il y a peu d'intérêt de dépenser plus de la part des consommateurs pour ça. Il y a un gros coût de la part des entreprises. Donc, ceci étant dit, je pense qu'on a, les entreprises, une responsabilité tout de même pour pousser ça. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on peut réconcilier ça, offrir un produit qui est plus durable, mais à un coût qui est resté compétitif par rapport à la pression externe qu'on subit des joueurs internationaux. C'est tout un défi qu'on doit réconcilier les détaillants. Je peux rajouter quelque chose par rapport à ça. Tu sais, quand on regarde les entrepreneurs de la relève, là, c'est la base à être éco-responsable. C'est même pas une question, c'est la base. Après, tu sais, c'est plus ça qui les démarque parce qu'ils le sont presque tous à différents niveaux, là. Donc, c'est beau de voir que pour l'avenir, on arrive avec des modèles d'affaires et des produits à tous les niveaux de la chaîne de valeur, que ce soit le produit ou la façon de travailler avec ses collègues au bureau ou la chaîne de valeur, la chaîne d'approvisionnement, même l'approvisionnement des textiles. On parle beaucoup de ça. On essaie de voir comment on peut être autonome au Québec. On travaille sur différents projets comme FiberShed. Mathieu et Marie-Ève sont là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a une urgence. Il y a vraiment une urgence. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir là, dans la relève. Peut-être, je finirai parce que je trouve que j'aime bien quand on partage nos recettes de succès, puis quand on parle des défis. Tu disais, Déby, que je suis allé à Magic, qui est à Vegas, qui est un fashion show à chaque année. Enfin, à chaque année, quand je crois qu'on peut y aller. Aldo, vous avez réussi aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est dans vos cartons. J'imagine. C'est certain qu'on y pense. J'imagine que c'est ça. OK. Sophie, plein de gens. Tu leur donnes quoi comme conseil? Puis Déby, qui essaie de travailler avec tout le monde, comment on s'y prend pour réussir aux États-Unis? Beaucoup de patience, beaucoup d'argent
Et beaucoup d'argent, là. Donne-nous une idée, là. Ça veut dire quoi, beaucoup d'argent? Normalement, les détaillants vont vouloir faire un profit après 2 ans d'opération dans un magasin, peut-être 3 ans si c'est des loyers très élevés. Pour partir une marque aux États-Unis avec 350 millions de consommateurs, avec toutes les autres marques qu'on peut compétitionner contre, peut-être ça va prendre 4-5 ans. Et dans notre cas, ça a pris 7 ans. OK, c'est ça. Alors, mais ça, c'est dans les années 90 et on avait une compagnie qui était très rentable au Canada. Alors, on avait beaucoup de patience. Mais aujourd'hui, ça marche très bien. En fait, c'est plus rentable. On fait plus de profit aux États qu'au Canada. Donc, l'investissement valait la peine. Peut-être que la recette que vous avez utilisée à l'époque n'est pas la même qu'aujourd'hui, mais comment vous vous êtes fait accompagner ou comment tu te ferais accompagner aujourd'hui si tu faisais cette démarche? Aujourd'hui, je le ferais complètement différent. Il faut dépenser 4 fois plus sur le marketing et 4 fois moins sur l'immobilier. C'est vraiment social media, influencers, marketing. C'est ça, les stratégies ont complètement changé. OK. Puis tu l'as dit, c'est un immense marché. Tu en prends une petite bouchée dans le nord-est en premier? Tu restes dans quelques grandes villes? Le problème avec le nord-est, c'est que c'est très conservateur. C'est plus comme l'est de l'Ontario. Et on est mieux de commencer, ça dépend du catégorie, mais the Mid-Atlantic, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, c'est très fort. Texas, le nord-est, c'est plus conservateur, et là-bas, moi, j'aurais dit que c'est très conservateur. Non, conservateur mode, oui, en termes de mode. Voilà, non. Voilà. Non, Fox News, CNN, c'est une autre chose. Non, en termes de mode, je pense que les endroits où est-ce qu'il y a beaucoup de African American, Latino, il y a des communautés qui adorent la mode, alors il faut les trouver. Texas, c'est le meilleur marché aux États pour nous. Mais c'est bon. En tout cas, moi, je ne sais pas, vous saviez tout ça, là, moi, j'étais nono, j'aurais jamais pensé à ça. Ouais. C'est très bon, ça. Donc, c'est un gros marché, on cible des endroits, puis un des critères, c'est leur ouverture à des nouvelles propositions, des nouveaux produits. Déby, toi qui travailles avec tout ce milieu-là, as-tu l'impression qu'on a les bonnes stratégies pour amener nos petites entreprises à sortir du Québec? As-tu l'impression qu'on devrait faire davantage? Bien, c'est sûr que la COVID n'a pas aidé. Hein? Ça l'a vraiment ralenti le développement des marchés à l'international. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est faire des missions où on accompagne des entreprises à l'étranger. Mathieu s'occupe de ça à la Grappin Mode. On fait, oui, beaucoup les États-Unis. Hein? Je pense que 80% de nos échanges sont avec les États-Unis. Donc, on va à Vegas, à New York, tout ça. On fait des choses à Paris. Donc, on essaie de mélanger aussi les jeunes avec des établis, comme ça qu'il y a un partage de bonnes pratiques, ce qui est très bien aussi. Il y a tellement à faire, là, Michel. Okay. C'est sûr que... Puis, tu sais, on a besoin de sous, bien entendu, pour appuyer ça. Mais le fait qu'on ait une grappe, puis... David, tu disais ça tout à l'heure, c'est qu'on travaille ensemble. Puis quand on arrive à Vegas, puis tu l'as vu, tu es venu, on arrive à Vegas, puis on a 40, 50 entreprises, puis on a 20 entrepreneurs de la relève qui voyagent ensemble, puis qui ont un pavillon au Québec, puis qui fait rayonner Montréal comme ville de mode, mais ça fait vraiment plus d'impact. Puis les journalistes, les médias, les blogueurs, les acheteurs, les distributeurs, les agents, ils sont vraiment intéressés à voir ce qui se passe, comment ça se fait qu'on est ici en tant comment ça se fait que la ville est mode à Montréal, puis ils veulent venir découvrir. On est vraiment connu comme une ville de mode. Dans les top 5 en Amérique du Nord, certainement, dans les top 10 au monde, c'est pas mal contre Milan et Paris et Londres. Pas mal. Bravo. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est vraiment une pression constante qu'on fait, nous, sur les 2 paliers de gouvernement pour qu'il y ait plus de sous pour amener nos entreprises d'une façon structurée et organisée à l'exportation. Puis je sais que c'est un des dossiers sensibles de notre premier ministre. Mais s'il veut augmenter les sommes, augmentons les sommes. On va terminer rapidement, simplement en disant, il y a cette semaine de la mode. Moi, là, je suis un petit peu lent à voir comment je fais pour participer à ces choses-là. Comment on fait pour savoir qu'est-ce qui s'adresse à nous puis à quoi on pourrait participer?
Oui, alors, comme je vous disais tout à l'heure, là, la semaine de mode, c'est que la ville est éclatée en mode. Donc, je vous invite à aller voir la programmation sur notre site web, sebedmodemtl.com. Et vous allez pouvoir voir par quartier, par date, par type d'entreprise, là, qu'est-ce qui est offert à vous. Donc, c'est des visites d'ateliers, des conférences, aller rencontrer les créateurs, des défilés. Je vous invite à WIP durant le week-end sur Saint-Laurent pour aller à la rencontre de nos accélérés. Puis, il y a des conférences gratuites. Bon, là aussi, il y a des événements. Donc, c'est ça, d'aller découvrir la programmation. Puis juste, c'est une semaine de mode, là, mais il faut que ça soit une année de mode. Donc, ayez le réflexe d'aller découvrir vos quartiers, d'aller autant chercher votre petit café au coin de la rue que d'aller à la rencontre du créateur. Nos grandes bannières, les gens ne savent pas, là, mais toutes les grandes bannières nationales comme les Aldo, La Vie en Rose, Ardennes, Dynamite, Essence, Bon Look, sont tous basés à Montréal. C'est des milliers, des dizaines et des dizaines de milliers. On est 83 000 dans l'industrie. C'est une des plus grandes industries au Québec, extrêmement important pour l'économie puis pour faire vivre les familles du Québec, plus que l'aérospatiale, j'aime ça le dire. Et donc, une économie très importante, puis l'achat local, ça fait vivre des familles ici. Donc, allez à la rencontre de nos marques. Déby, je terminerai avec ma petite suggestion. C'est tes souliers qui me l'inspirent. Oui. Moi, je me demande si la semaine de la mode, on ne devrait pas dire aux Montréalais, c'est le temps de sortir le beau linge. Et dans le fond, de créer peut-être un hype dans la ville, de dire cette semaine-là, je sors mes plus beaux atours un peu funky. Là. Je ne sais pas, là, tu t'entends-tu venir travailler à la Grappe? Pardon? Viendrais-tu travailler à la Grappe puis venir travailler sur ce projet-là avec Non, mais j'ai été consultant dans le passé. Moi, je donne des conseils gratis. Mais non, mais sérieusement, moi, je pense qu'effectivement, je me souviens d'une époque, puis peut-être que c'est encore le cas, mais où j'étais plus jeune, les gens me disaient, mon Dieu, que les filles sont belles à Montréal. Tu sais, on était une affaire de gars, là, puis je disais, ben oui, c'est sûr. Puis ils disaient, non, mais c'est pas la génétique, c'est qu'ils savent s'habiller. Puis, non, c'est la génétique. Hein? C'est la génétique, Aldo. Et les gars sont beaux aussi. On est très chanceux. On est entouré de beautiful people. On peut se laisser là-dessus. Les filles sont belles, les gars sont beaux à Montréal. Vraiment. Bravo, merci beaucoup. Merci. Monsieur Ben Sadoun, Madame Boulanger et Madame Zakaïb, au nom de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, je tiens à vous remercier de votre présence aujourd'hui et d'avoir accepté notre invitation. Oh, je m'excuse. Excusez-moi, je ne peux pas rester dans mon place sans dire merci à tout le monde. Certainement, d'avoir de reconnaissance pour des choses que vous aimez de faire. Wow, c'est fantastique. Thank you all. Merci à l'équipe Chambre de commerce, merci à l'équipe des modes, Mathieu, Debbie et tout le monde. Ça, c'est certain, tellement une chose qui me touche beaucoup et j'apprécie beaucoup. Un grand secret, la raison que je quitte la maison à 5 heures le matin et je suis toujours là, ça m'a aidé de sauver le mariage de 53 ans avec la même femme. Ça, c'est vraiment un grand secret. Et n'oubliez pas, la chose que pour moi qui est très importante, de ne pas oublier les associations sont très importantes. Comme j'ai dit toujours, seul on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Thank you all for this great honor. Yeah, we're going to take a picture. Excusez-moi. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Donc, merci à tout le monde.
Merci à tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui avec nous. Je vous demanderai, afin d'assurer la fluidité des déplacements, s'il vous plaît, de bien vouloir porter votre masque et de quitter la salle dès que l'événement est terminé, donc dans les prochaines minutes, en utilisant évidemment les sorties qui sont prévues à cet effet. Et on espère que vous pourrez vous joindre à notre prochain événement, notre prochain déjeuner-causerie qui aura lieu le 22 septembre et lors duquel nous recevrons M. Jean-François Routier, commissaire au lobbyisme du Québec. Donc, merci à tous. Au plaisir de vous revoir et bonne fin de journée.